Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un mois de mai qui commence mal sur les marchés, dans le sillage de ce qu'on connaît depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant. Le mois d'avril n'a pas été un bon mois pour les marchés globaux, les marchés actions notamment, et donc cette première séance du mois de mai s'inscrit dans le sillage de ce qu'on connaissait il y a encore quelques jours à peine, avec une baisse des marchés actions en Europe et même techniquement une séance qui a vu un petit flash crack aux alentours de 10 heures venu des marchés nordiques. C'est la bourse de Stockholm notamment qui a vu cette baisse brutale, soudaine de ces indices actions. La situation a été rectifiée en quelques minutes, mais on a vu quand même un drawdown de 8% pour la bourse de Stockholm ce matin à 10 heures, avec des effets d'entraînement sur l'ensemble des indices européens. La situation est revenue à la normale, c'est-à-dire une baisse de 1,5% pour les indices actions en Europe en cette fin de séance. Vous aurez le résumé, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen dans un instant, mais on reste évidemment dans l'ambiance qu'on connaît depuis quelques temps, avec des tendances lourdes qui restent bien imprimées dans le marché, à savoir la force du dollar, la baisse des marchés actions. On voit encore beaucoup de nervosité sur le marché américain en ce début de semaine et en ce début de mois de mai, après une séance très lourde déjà vendredi. La volatilité du marché actions remonte quasiment à 35 si on prend le VIX comme indicateur de référence. Et puis la pente ascendante des rendements obligataires qui elle aussi est toujours une tendance de marché, avec un 10 ans américain qui touche quasiment les 3% aujourd'hui, à la veille de la réunion de la Réserve fédérale américaine, réunion de 2 jours donc, qui va s'étaler jusqu'à mercredi. Le marché est préparé au minimum pour une hausse de 50 points de base, et pourquoi pas plus. Quel sera le discours de Jérôme Powell après cette deuxième hausse de taux? La précédente était de 25 points de base, celle-ci sera de minimum 50 points de base, je le disais. Quel sera le discours de la Fed? Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et puis nous reviendrons dans le dernier quart d'heure sur les enjeux techniques de ce marché, avec des marchés qui préservent pour l'instant des niveaux techniques importants en Europe, alors qu'aux États-Unis, la configuration est plutôt une configuration d'alerte de moyen voire de long terme pour les grands indices américains type Nasdaq, qui enregistre une baisse de plus de 25% maintenant par rapport à son pic du mois de novembre 2021. Les enjeux techniques de marché, nous en parlons chaque lundi avec les équipes de Bourse Direct, et vous pourrez voir ou revoir l'intervention de Romain Dobré qui était avec nous en plateau à 12h30 dans le dernier quart d'heure ce soir à partir de 17h45. Toujours un manque d'enthousiasme sur les marchés, malgré déjà plusieurs semaines et plusieurs mois de correction. Une séance de baisse pour entamer ce mois de mai. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Encore du rouge à la Bourse de Paris. Plus globalement, la couleur domine sur l'ensemble des places européennes, alors que les inquiétudes sur les perspectives économiques continuent de grimper. En zone euro, l'indice PMI S&P Global s'est replié de 56,5 en mars à un plus bas de 15 mois en avril à 55,5. On relève cependant que parmi les PMI publiés ce matin, celle de l'activité manufacturière française anticipée a agréablement surpris. Elle s'est redressée de 54,7 en mars à 55,7, et ce malgré une chute de 22,6% des ventes de voitures neuves. Aux États-Unis, contre toute attente, la croissance de l'activité manufacturière a ralenti en avril. L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 55,4, égalant les plus bas de septembre 2020. Mais les plus mauvais chiffres du jour proviennent de Chine, où l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier est ressorti à 41,9 en avril contre 48,4 en mars. Autre fait marquant aujourd'hui, on rappelle que ce matin, l'indice parisien a subi un flash crash et dévissé de 3,44%. Flash crash initié par un mouvement de panique parti des bourses nordiques. Par ricochet, Saint-Gobain, Legrand, ST Micro ont plongé brièvement. La bourse de New York entame la séance tout en hésitation après avoir accusé en avril son pire mois depuis la pandémie. On remarque la hausse d'Activision Blizzard suite à l'annonce de Warren Buffett, selon laquelle ce dernier a relevé sa participation dans l'éditeur de jeux vidéo à
à 9,5%. À noter que les marchés chinois sont fermés et ce jusqu'à mercredi. Les places de Hong Kong et de Londres sont également closes aujourd'hui seulement. Cette semaine, outre la poursuite de la saison des résultats trimestriels, les séances seront rythmées par les décisions monétaires de la Fed et de la Banque d'Angleterre, mais aussi par le rapport sur l'emploi d'avril aux États-Unis. Sur le plan géopolitique, l'Union européenne devrait tenter de s'entendre sur la mise en place de restrictions progressives quant aux importations de pétrole russe. Le baril de Brent recule et impacte les titres de Total Energy et Vallourec. S'agissant des autres valeurs particulièrement impactées par la dégradation de l'environnement économique, on retrouve les cycliques avec Alstom, Schneider Electric et Legrand. Les constructeurs automobiles reculent dans le sillage de la baisse des ventes de voitures neuves. Renault et Stellantis sont en net repli. Même chose pour Faurecia et Valeo. Parmi les autres valeurs de croissance, Kering, Hermès et LVMH sont aussi dans le rouge. Et puis à l'inverse, Carrefour avance dans le vert sous l'effet d'informations selon laquelle le Canadien Alimentation Couche-Tard et le Britannique EG Group discutent d'un rapprochement de certains de leurs actifs. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, le point sur les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart à 12h30 et 17h. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Michel Martinez nous accompagne également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Et Pierre Bismuth avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Je prends la focale très courte du jour, la situation intraday du marché pour ceux qui ne suivent pas au quotidien derrière leurs écrans les évolutions de marché. Je rappelle qu'il y a eu ce petit flash crash à 10h ce matin sur l'ensemble des indices européens. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet événement ? Je ne vais pas dire rarissime, mais on ne vit pas des flash cracks tous les jours non plus sur les marchés, bien heureusement. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'étais devant mon écran Bloomberg à 10h et je me suis dit, mais que se passe-t-il ? On avait des news pour voir que les marchés européens dévissaient complètement. En fait, je pense que c'est après une séance cataclysmique vendredi à Wall Street. C'est vrai que l'ouverture des bourses européennes ce matin était pas forcément très sereine et je pense qu'il y a beaucoup de nervosité un peu partout parce que c'est difficile de voir où vont les taux, où vont les marchés et je pense que c'est un accident de marché qui est assez caractéristique d'une grosse nervosité, notamment sur les bourses européennes. Ouais, c'est dans la construction même des marchés ou ça peut être une erreur humaine encore aujourd'hui. Visiblement, la bourse de Copenhague, je crois, a précisé que l'événement était dû à un participant de marché qui aurait pu faire une erreur sur un ordre à passer. Et visiblement, on parle de montants assez substantiels pour que ça puisse abîmer le marché comme ça pendant quelques minutes. Moi, j'imagine que l'ordre concerne des futurs. Alors, j'ai pas d'informations, mais c'est certainement un ordre de vente pour faire décaler à ce point-là les marchés. Donc, on ne peut pas dire que l'ambiance est à la fête. Oui, ça. C'est sûr. Oui. Ça reflète quand même une forme de nervosité et peut-être de questions de liquidité aussi. Je rappelle que Londres est fermé, par exemple. Absolument, ouais. Pas mal de places asiatiques seront fermées tout au long de la semaine. Bon, une fois qu'on a traité ce petit événement du jour, arrive de temps en temps, venons-en aux fondamentaux et aux fondamentaux macroéconomiques avec vous, Léa, Michel. Sur la partie européenne, Michel, on a encore en tête les premières estimations de croissance qui ont été publiées pour la zone euro et les grands pays de la zone euro vendredi dernier, concernant le premier trimestre, bien sûr, avec certaines déceptions quand même. Quelle lecture vous faites de ces chiffres et est-ce qu'il faut envisager un renversement de la dynamique de croissance en zone euro qui nous amènerait à un schéma de stagflation ou de récession ? Autrement dit, un schéma très différent de celui qu'on avait en tête ou qu'on a peut-être toujours en tête pour la zone euro cette année. Oui, le risque existe, effectivement, qu'on ait une stagflation, voire même une récession technique. Ne serait-ce que parce que ça dépend de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, de la possibilité de restrictions supplémentaires sur les approvisionnements en énergie, en produits énergétiques. Après, nous, notre scénario, il reste raisonnablement optimiste. On a une prévision de croissance pour la zone euro légèrement inférieure à 3% pour cette année, donc avec des trimestres de croissance positive légèrement au-dessus de celui qu'on
connu au premier trimestre, 0,2%, donc c'est légèrement en dessous de la croissance potentielle. Donc c'est vrai que c'est pas bon en soi. Mais en même temps, si on le met en face à face de la hausse de l'inflation pour le premier trimestre, sur le trimestre, il y a eu une hausse de l'inflation de presque 2,5 points. Donc c'est beaucoup. En trimestre à trimestre. Et donc, avoir 0,2% de croissance, c'est pas si mal que ça. Après, encore une ça fois... montre quoi? Une forme de résilience face à ce niveau d'inflation qui occupe les esprits aujourd'hui? En fait, on peut le dire, effectivement, la consommation aura probablement beaucoup souffert en zone euro, a baissé. On l'a vu, quand on a les détails, on a les détails pour la France, par exemple, on voit que c'est ça qui a pesé. Et la consommation, elle a souffert du fait de la hausse des prix, en ce qui concerne les biens et en ce qui concerne les services. En particulier, je pense à l'hôtellerie, restauration. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du premier trimestre en zone euro, il y avait encore des restrictions sanitaires. Par exemple, en France, on sait que la consommation en dépenses de tourisme, hôtellerie et restauration a baissé de 5,5 sur le trimestre. C'est beaucoup. Mais alors, quand on se projette, faut faire des scénarios sur les prix énergétiques. On a plutôt, nous, comme scénario central, qu'on est proche du pic. Donc, l'inflation de trimestre à trimestre va ralentir beaucoup. Et en plus, on rajoute la réouverture de l'économie, hôtellerie, restauration, etc. Donc, c'est pour ça on pense qu'il y a un potentiel pour la consommation de rebondir. Et pourquoi au total, on y croit quand même, c'est parce qu'il y a, comme aux États-Unis, une réserve d'épargne accumulée qui nous permet de passer les prochains trimestres. Mais évidemment, il y a un risque que la croissance soit beaucoup plus faible. Et en particulier, si du côté des prix énergétiques, ça se passe plus mal que le scénario qu'on a en tête, mais aussi que le marché a en tête sur des prix pétrole et du gaz qui refluent graduellement. Mais c'est ça, oui, pour dire les choses, c'est le scénario blackout, comme on l'appelle, je crois, chez les économistes, de rupture brutale et non ou mal préparée des approvisionnements de l'Europe en gaz, que l'embargo vienne d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, pour dire les choses, Michel. Mais tant que ce scénario ne se matérialise pas plus qu'aujourd'hui, dites, le scénario central, ça reste celui d'une économie européenne qui peut rattraper encore peut-être le retard qu'elle a pris en début d'année. Je rajoutais juste un point rapidement. J'ai parlé expliqué pourquoi du côté des ménages, on est raisonnablement confiant, mais du côté des entreprises, on a des entreprises qui ont des taux de marge, profit net d'impôts et de charges financières qui sont les plus hauts depuis 30 ou 40 ans. Partout en zone euro, avec des ratios d'endettement qui sont plus faibles qu'avant le Covid, ratio net d'endettement. Donc on a un secteur privé, ménages et entreprises, qui nous semble avoir des matelas pour pouvoir absorber le choc inflationniste. Après, encore une fois, si ce choc inflationniste il continue, c'est autre chose. Mais s'il reste contenu tel qu'il est actuellement, on pense que effectivement, il y a un ralentissement, mais pas un scénario de dégradation forte de l'économie qui, in fine, toucherait le marché du travail. C'est pas ça qu'on a en tête. Et à ce stade, c'est donc encore possible d'avoir entre 2,5 et 3% de croissance cette année en zone euro. Voilà, nous, on est légèrement inférieur à 3. Plus proche de 3 que de 2,5 d'ailleurs. Quelle est votre vision là, de la dynamique de croissance en zone euro, avec tous les risques qui pèsent, bien sûr, à commencer par la crise géopolitique à nos portes et la question des prix de l'énergie. Il faut ajouter aussi peut-être la baisse de l'euro, qui vient substantiellement renforcer encore le choc inflationniste pour la zone euro. Oui, alors je pense que c'est effectivement... Tout dépend des scénarios d'énergie qu'on met, parce que ça a beaucoup de conséquences en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, de politique monétaire et autres. Donc blackout est un scénario game changer de ce point de vue-là. Alors il y en a même plusieurs. Ah bon nous on a un scénario central qui n'est pas celui d'un embargo russe sur le gaz rapide, mais qui est par contre celui d'un embargo pétrole. Et donc ça ce qui est en discussion aujourd'hui. Et visiblement c'est peut-être l'embargo qui sera le plus facile à mettre en place côté européen. Exactement. Pétrole russe. Pétrole russe. Charbon, probablement. Oui. Les deux sont des scénarios qui, nous, est notre scénario central et qui amènent à un scénario de croissance cette année en zone euro autour de 2%.
C'est pas non plus un scénario dramatique. Il faut savoir que l'acquis de croissance en zone euro pour 2022, c'est-à-dire le niveau de croissance, si on est à 0% de tous les trimestres, est à 1,9. Donc, un scénario d'embargo, on a un scénario autour de 2. Ça implique des prix du pétrole tournant autour de $125 le baril à horizon d'été, voire un peu plus. Un scénario dans lequel on aurait un embargo du gaz, encore une fois, tout dépend quand il est mis en place, mais sur la seconde partie d'année. Les premières estimations des travaux de recherche qu'on peut faire ou que les chercheurs ont fait, c'est des scénarios qui, par rapport à un scénario central, emmènent autour de moins 3% par rapport à un scénario lambda. Donc si on a un scénario 2, ça amènerait un scénario de moins 1 en zone euro. Ouais. C'est probablement un scénario qui sous-estime l'impact parce qu'on ne mesure pas les problématiques de chaîne de valeur et de substitution ou pas des entreprises et des pays européens les uns aux autres. Donc c'est un vrai... Le scénario, encore une fois, les sous-jacents sont bons en zone euro. C'est vraiment la problématique aujourd'hui de construction de scénarios. C'est des scénarios qui sont conditionnés à des hypothèses. Une chose qui est importante, c'est peut-être ce qu'indiquent les modèles, donc sur lesquels on ne met pas d'hypothèse justement. Aujourd'hui, les modèles de croissance en zone euro indiquent que quand on est sur les niveaux de confiance du consommateur tels qu'elles sont aujourd'hui, quand on prend les enquêtes de la Commission européenne, dans 98% des cas, sur une enquête historique depuis les années 80, on est sur des prévisions de croissance trimestrielle faibles en zone euro, autour de 0%. C'est le niveau de confiance dû à la hausse de l'inflation qui est problématique. On en revient à la question de l'énergie. Si les problématiques pétrole-énergie se maintiennent, le pouvoir d'achat reste affecté, la confiance des consommateurs reste affectée. Et effectivement, c'est là où on bascule dans un scénario nettement plus baissé sur la zone euro, avec toute la problématique, qu'est-ce qu'on fait de l'inflation et qu'est-ce que fait la BCE. Petite parenthèse sur le niveau de confiance qu'on peut avoir justement sur ces enquêtes de confiance. Enfin, il y a une fiabilité aujourd'hui à regarder les enquêtes de confiance du consommateur. Je regarde celle américaine, il y a 2 grandes enquêtes, elles ne disent pas forcément la même chose. Alors, et puis, derrière la dégradation de la confiance du consommateur américain qui alerte tout le monde, quand même toujours un niveau de résistance, de résilience de la consommation. Le patron de McDo disait vendredi, moi, les consommateurs, ils sont en grande forme et ils sont très résilients par rapport aux hausses de prix que je leur fais subir dans mes magasins. C'est un produit de base, on va dire. Ouais. McDo, un produit de fréquemment consommé, en tout cas. Alors, il y a des vraies différences, US zone euro. L'enquête du Michigan aux États-Unis, elle est très polarisée. Prenez l'enquête démocrate, républicain, c'est pas du tout la même. Oui. Et le sous-jacent de l'économie américaine n'est pas du tout le même que le sous-jacent de l'économie en zone euro. Oui. Donc il y a 2 différences là-dessus. Est-ce qu'on fait confiance ou pas ? Est-ce qu'on fait confiance aux mathématiques en fait ? Là, dans 98% des cas, on arrive à des scénarios de croissance plus faibles. Et encore une fois, le scénario, la logique macro qui est derrière, dire on a un choc d'inflation, on ne sait pas où il va, on restreint les dépenses, on a un supplément d'épargne, on a des suppléments de marge des entreprises, ça permet d'absorber. Ça, c'est les scénarios de ce qu'indiquent les modèles à 1 ou 2 trimestres. La chose qui est importante, c'est qu'à fin d'année, c'est plus les indicateurs de confiance qui sont essentiels pour analyser la conjoncture, c'est la croissance américaine. Et là, on bascule sur le scénario récession ou pas, croissance anémique ou pas. C'est-à-dire qu'au moment où on sort probablement de ce choc inflationniste ou de cette contrainte, on a la contrainte... C'est la question américaine qui se pose. Est-ce qu'il y a une traction de l'économie américaine pour soulever, pour maintenir la zone euro ? Michel, vous pouvez réagir pour la confiance, la confiance sur les enquêtes de confiance. Nous, on ne les utilise pas pour prévoir l'activité. Si on utilise des modèles basés sur la confiance, c'est plutôt les indicateurs de climat des affaires, INSEE, PMA, etc. Là, on explique une bonne partie de la croissance avec ça. Et force est de constater que ces enquêtes de confiance auprès des entreprises, même si elles ont baissé, elles restent extrêmement bonnes. Elles sont très au-dessus des moyennes historiques. Donc elles continuent. Donc si on croit les entreprises, vous faites plus confiance aux entreprises qu'aux consommateurs. Voilà, si on croit les entreprises, l'activité va être bonne, et en particulier dans les services, elle redémarre assez rapidement. Bon. En termes de marché, comment tout ça se traduit si on regarde la partie européenne, Pierre et c'est vrai que les marchés souffrent avec des dispersions toujours très fortes, des secteurs cycliques qui intègrent peut-être déjà l'idée d'une récession en zone euro. En fait, en écoutant nos amis économistes, on voit dans quelle problématique se trouvent les marchés et nous, les gérants. C'est qu'on a des chiffres de croissance qui flirtent avec le 0 pour tous les trimestres compte tenu de l'acquis de croissance, avec des chiffres finalement assez décevants. Donc pour avoir ces fameux entre 2 et 3%, il nous faut un scénario
globalement de croissance 0, voire 0,2 par trimestre, qui est vraiment pas brillant. On a une inflation extrêmement forte. En zone euro globale, moins en France, mais plus ailleurs, et un scénario d'inflation aux États-Unis qui est, alors là, pour le coup, vraiment non prévu, en tout cas, ne pouvait pas être prévu par rapport à ce que disaient les banquiers centraux l'année dernière. Et on a des banques centrales qui sont obsédées par l'inflation. Et alors, c'est un peu différent, à mon avis, entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, effectivement, ils ont un boulevard pour normaliser leur taux d'intérêt compte tenu du chômage, compte tenu de la croissance économique. C'est vrai que même si on a eu un très mauvais chiffre, on a vraiment une économie robuste pour le moment. Donc on peut normaliser, on en viendra. Qu'est-ce qu'ils vont faire mercredi à 0,50, 0,75 ? Mais en tout cas, le marché a son avis là-dessus d'ici la fin de l'année. En Europe, on a l'impression d'avoir des tensions sur le marché du travail, des entreprises qui globalement se portent plutôt bien, mais une guerre à nos portes et une BCE qui est obnubilée par l'inflation et qui, avant même de remonter ses taux, a complètement changé de ton. Donc, c'est vrai que les gérants et les marchés sont un peu perdus entre ce qu'on constate de l'économie et ce qu'on essaie de prévoir d'ici à la fin de l'année. Sur l'Europe, du point de vue des marchés, un scénario blackout, alors je le définis comme une rupture non voulue, non souhaitée, brutale de l'approvisionnement des grands pays européens en gaz venant de la Russie. Enfin, on en parle beaucoup, hein, donc c'est pas un scénario qui sort de nulle part. C'est des discussions politiques évidemment très compliquées, mais c'est un scénario qui pourrait être un scénario de rupture encore pour des marchés qui ont déjà corrigé quand même, hein, qui intègrent sans doute beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais est-ce que ce type de scénario est déjà en partie intégré dans les prix de marché en Europe aujourd'hui ? J'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous répondre. C'est compliqué à savoir. En fait, j'ai du mal à vous répondre parce que quand on écoute la BCE, j'ai quand même du mal à voir comment on peut adopter un discours de remontée des taux et de lutte contre l'inflation sans être au courant que finalement l'embargo va être graduel, de façade. Pour dire les choses. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, à moins que vraiment les gouvernements européens ne parlent pas à Christine Lagarde et que chacun dise ce qu'il veut dans son coin. Mais là, vraiment, si on avait un scénario blackout, j'avoue qu'on serait, alors nous, pour le coup, très, très, très surpris. Oui, je comprends. Oui, non, mais c'est ces réflexions de marché assez, assez basiques. Mais vous dites, la BCE ne pourrait pas tenir un discours, une communication aussi agressive si elle avait en tête que ce scénario avait une... Alors, probabilité non nulle, ça c'est certain, mais une probabilité significative. Oui, en plus, c'est agressif pour la BCE, compte tenu de l'historique de la BCE. Mais c'est vrai que quand on voit la dynamique sur l'euro-dollar... ça reste agressif pour des Européens, plutôt mou du point de vue euro-dollar. Mais on voit bien que la BCE aimerait bien aussi normaliser ses taux d'intérêt. Donc si elle adopte un discours qui prépare les marchés à réduction de la liquidité, remontée au-dessus de zéro du taux directeur, et qu'en même temps elle est au courant qu'on peut décréter un embargo rapide sur le gaz et le pétrole, j'avoue que là, et je pense que je ne suis pas le seul à douter, mais c'est pour ça que les marchés réagissent à la moindre nouvelle, qu'il y a énormément de nervosité sur les marchés et que, encore une fois, c'est plutôt les États-Unis qui pilotent l'humeur des marchés. Ah ouais. Toute chose égale par ailleurs, Michel, le meeting de la BCE en juillet s'ouvre visiblement, au point qu'une décision d'une première hausse de taux puisse être prise le 21 juillet prochain. C'est une option qui est sur la table aujourd'hui. Encore une fois, si le scénario se déroule sans rupture d'ici là, est-ce que oui, ce serait le bon moment d'y aller pour la BCE ? Tout est possible. Non, mais ça va dépendre vraiment des données, de l'évolution de la croissance, du marché du travail, de l'inflation. Ils sont encore data dépendantes. Voilà. Non, mais je pose la question sincèrement, naïvement, presque. Hein. Oui. Donc, la communication étant tellement agressive, tellement plus agressive aujourd'hui qu'elle ne l'était. Je la trouve pas agressive du tout, moi, mais elle a toujours rien fait. Hein. Pour l'instant, elle a toujours pas remonté les taux. Mais les taux ont remonté sans attendre. Elle n'a pas annoncé de remonter les taux encore, à ma connaissance aujourd'hui. Les marchés anticipent qu'elle va le faire, mais il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui à ce stade. Ce qui est quasiment acquis, c'est la fin des achats de titres obligataires
et ce dès juillet, au cours du 3e trimestre, mais probablement dès juillet. Donc, mais qu'elle fasse qu'au même moment, on est à la fin du quantitative easing et la première hausse de taux, voilà, moi, c'est pas ce qui me semble le plus probable. Il nous semble le plus probable. Nous, on est plutôt sur une première hausse des taux directeurs, mais faible, 25 points de base fin du 3e trimestre, septembre, on va dire. Et une autre pour amener le taux de dépôt à 0 en fin d'année. C'est plutôt ce qu'on a en tête. Mais c'est vrai que le marché, lui, il commence il imagine dès maintenant qu'en fin de cette année, le taux de dépôt passera de moins 0,50 à 0,50 plus 100 points de Oui, bien sûr. Voilà. Et oui, effectivement, c'est beaucoup. Est-ce que la chute de l'euro dans l'équation de la BCE peut bousculer justement et accélérer la séquence? Plus on voit l'euro baisser, plus on voit une communication agressive de la BCE et de certains membres qui étaient jugés quand même assez mesurés, modérés. La BCE ne pilote pas le taux de change. Évidemment, sauf que c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, la faiblesse de l'euro crée un problème sur la stabilité des prix avec une inflation importée qui est démultipliée par la faiblesse de la devise. Voilà. Il faut relativiser le sujet parce que l'euro est faible contre le dollar. Il est à 1,05. En général, les mesures de parité de pouvoir d'achat, c'est autour de 1,25, 1,30, etc. Donc là, il est faible l'euro est faible par rapport au dollar. Mais quand vous comparez par rapport aux autres devises, c'est pas vrai en fait. Quand on compare par rapport au yuan, au yen, à l'ensemble même des autres devises, le taux de change effectif réel, il a quasiment pas bougé depuis 2 ans. Donc je pense que c'est peut-être aussi derrière ça que se cache la BCE. Maintenant, sur la question de l'inflation importée, en particulier matières premières, on sait que c'est en dollars. On sait que c'est tout en dollars et que effectivement, là, il y aurait un impact important à avoir une devise plus chère, et l'impact sur l'inflation serait assez immédiat. Léa, est-ce que l'économie américaine est encore robuste ? Si oui, comment est-ce qu'on peut avoir une économie robuste avec une contraction de son PIB de 0,4% trimestre à trimestre sur la première partie de l'année, moins 1,4 annualisé? Et est-ce que les fondamentaux économiques américains permettent à la Fed d'être très agressive, très rapide dans sa normalisation de politique monétaire, ce qui est la stratégie consensuelle aujourd'hui qui embarque l'ensemble des membres du FOMC? Alors, l'économie américaine est robuste. Elle est en phase de décélération, on l'a vu. Elle reste robuste. Alors, le chiffre est nettement moins bon que ce que tout le monde anticipait. Encore une fois, quand on gomme les effets net commerce et les effets de stock, on est sur une croissance positive et un soutien massif de la consommation. Donc, le sous-jacent est bon. Aux États-Unis, encore une fois, je reviens sur de la logique de modèle, quand on regarde à 1 ou 2 trimestres, ce qui est important, c'est le marché de l'emploi. La dynamique du marché de l'emploi, avec toute la problématique qu'il peut y avoir à côté, problématique de pouvoir d'achat ou autre, on a une dynamique du marché de l'emploi, on a probablement une spirale prix-salaire qui se met en place, mais du coup, on a un effet d'entraînement et de soutien. Le revenu s'ajuste à cause de l'inflation, mais on a un sous-jacent qui est bon et qui permet en fait à la Fed d'avoir ces 2-3 trimestres où elle a somme toute la possibilité de mettre en place son resserrement et de le mettre en place sans que ça affecte l'économie. Donc ça, c'est l'ensemble de l'année 2022. Probablement, on va commencer à avoir l'ajustement en fin d'année. Ce qu'il faut avoir en tête sur la Fed, c'est que par contre, à horizon fin d'année, là, c'est plus les problématiques d'emploi et de logique domestique, c'est vraiment le resserrement des conditions financières et le niveau de taux qui devient restrictif et qui fait ajuster l'économie. Nous, le déclencheur, c'est plutôt fin d'année, début 2023, où là, on tombe sur une croissance anémique aux États-Unis, proche de 0. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quel est le rythme du resserrement de la Fed. Et ça, c'est important, en fait. Quel est le rythme et est-ce qu'il est anticipé? Tant qu'il est anticipé par les marchés, on n'a pas de problématique. C'est pour ça, en fait, si le marché anticipait 0,75 à la prochaine réunion, la Fed serait limite tentée de le faire. Il ne faut pas créer... En fait, elle a été très douée dans son resserrement. Il ne faut pas, à l'inverse de la BCE, qui a préparé la chose un peu différemment, la Fed a plutôt bien préparé la chose.
Et au final, le marché s'attend à son resserrement. Si elle ne le faisait pas, ça serait limite problématique. Et on voit bien dans nos discours, c'est on fait 0,75, on ne calcule même plus de faire un 0,25. Là où c'est important, c'est que non seulement la Fed resserre, mais la Fed réduit son bilan. Oui. Et le resserrement du bilan, nous on a calculé l'équivalent d'une baisse du bilan de 100 milliards, c'est un équivalent à 0,25 points de base par mois. C'est un équivalent à 0,25 points de base de resserrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Fed monte ses taux Fed Funds de 0,25 et réduit son bilan de 100 milliards par mois, c'est du 0,50. C'est du 0,50. Ça amène des taux Fed Funds à peu près cible à 4,5% fin d'année. C'est important. C'est ce qui fait qu'on bascule... En intégrant la baisse du bilan. En intégrant les deux. Un taux Fed Funds effectif, bilan, plus resserrement, c'est un taux à 4,5. C'est un taux qui ajuste. C'est un taux qui doit permettre de contrer le risque d'inflation, parce que là, on a un vrai problème d'inflation aux États-Unis. Et c'est ce qui fait que l'activité décélère. Après, la question, c'est l'année prochaine, est-ce qu'on est sur un cycle américain où on est vraiment sur quelque chose de sévère parce qu'il y a un ajustement immobilier derrière, parce qu'il y a un problème sur les bilans des ménages, parce qu'on a un problème de nature systémique qui se met en place, ou est-ce qu'on est, encore une fois, dans les cycles de cycles, comme on connaît depuis 2015, un ajustement, une épure et une reprise. C'est ça, en fait, le vrai challenge. Là, aujourd'hui, on voit bien, il y a un risque d'inflation, il y a une spirale qui se crée, la Fed va agir quoi qu'il arrive sur la macro et sur les marchés. Là, vous dites, ils ont au moins 2 trimestres. Ils ont 2 trimestres de résilience. Oui, c'est ça. Exactement. Pour y aller vite et fort. Quoi. Exactement. Ouais. Bon, le marché est prêt à ça, du coup. De toute façon, le marché l'évalue. Le marché l'évalue, parce que si on regarde les taux... Le marché est d'accord avec cette idée. Oui, le taux anticipé, il est entre 2,75 et 3% d'ici la fin de l'année. Donc, mais d'autant plus que je pense qu'elle va être assez rapide à cause des élections de mi-mandat qui arrivent donc en novembre. Et donc, elle a effectivement 2 trimestres pour le faire. Mais tout le monde est prêt. Et de toute façon, quand vous voyez la courbe des taux qui n'arrive pas à s'ajuster, il est temps de tirer. Parce que tant que la courbe des taux n'arrivera pas à se stabiliser, en fait, on sera dans une volatilité des marchés financiers extrêmement élevée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus vite la Fed va entrer de plein pied dans cette normalisation, pour l'instant on a juste eu 25 points de base et l'arrêt des achats nets, plus vite le marché retrouvera obligataire une forme de stabilité, de visibilité qui permettra de se projeter. En fait, moi je pense qu'on est drogué au forward guidance. Non mais drogué. C'est-à-dire que les indications prospectives, en bon français, en fait, on a ça depuis des lustres ou voire même une décennie. Et là, en fait, c'est la première année où véritablement, la BCE, très honnêtement, c'est compliqué de comprendre parce que le discours est trop compliqué. Et sur la Fed, on sait qu'elle va agir, on ne sait pas dans quelle mesure, et donc le marché évalue le pire du pire. Et donc, c'est pour ça que il faut qu'elle y aille et qu'on sache quel est le taux d'arrivée, en tout cas qu'on ait cette idée, parce que quand vous voyez les dots, quand vous voyez ce que disent chacun des gouverneurs, ce qu'évalue le marché, c'est extrêmement compliqué de se situer sur ce taux d'arrivée et on voit bien que la courbe des taux n'arrive pas du tout à se stabiliser, elle est parfois inversée, alors que le 3 mois, disons, il est parfaitement pentu et c'est très bien comme ça. Mais cette courbe qui n'arrête pas de se déformer crée vraiment le bazar pour des prises de position et de savoir en fait où va l'économie. Mais c'est vrai que si on imagine mal la Fed faire une énorme erreur de politique monétaire et de ne pas être dans son mandat. Donc là, une économie avec un taux de chômage au plancher et une consommation qui tient, enfin franchement, on attend tous que cette courbe s'équilibre. Ouais. Et derrière le débat macro, quand il faut prendre des décisions d'investissement à la fin de la journée, Pierre, qu'est-ce que ça donne ? Le 10 ans américain à 3%, le 5 ans est à 3% aussi, sur les parties plates de la courbe. Le TIPS américain, donc l'obligation à 10 ans ajustée des anticipations d'inflation, qui protège contre les anticipations d'inflation, voit son rendement désormais positif. Est-ce que ça, c'est des signaux forts pour l'investisseur ? Est-ce que ça redonne de l'attrait relatif, au moins, pour de l'obligataire dont on était, sauf contrainte, dont on était à l'écart depuis très longtemps quand même ? Alors, je vais essayer de répondre clairement. Si on regarde les dynamiques depuis le début de l'année, inexplicablement, enfin, ça s'explique quand même par du rendement, le meilleur marché, c'est le high yield, et le pire, c'est les souverains. Donc, là, franchement... Du plus risqué au moins risqué. Exactement. Donc ça veut bien dire que finalement, les marchés n'ont pas une peur panique de l'économie américaine et de la capacité des entreprises les plus endettées en tout cas à gérer leurs dettes.
pas la rembourser, mais à gérer leur dette. Bon. Maintenant, c'est vrai que on voit, et c'est un peu ce que dit l'euro-dollar, c'est que les taux d'intérêt aux États-Unis sont quand même deviennent de plus en plus attractifs. Le problème pour prendre une position, c'est une volatilité sur le niveau des taux qui est trop élevée. Donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'on passe tranquillement les 3% et qu'on les passe franchement. Mais c'est vrai que ça commence à devenir des points d'entrée sur les obligations de la partie... Alors, c'est là où c'est contre-intuitif, la partie longue, mais surtout de la partie courte. Parce que comme la courbe, en fait, le 2 ans est de plus en plus élevé, on est à 2,70, le risque est extrêmement faible de prendre une position sur la partie courte de la courbe américaine, parce que pour manger en fait votre rendement, il faudrait que les taux aillent à 4, 4,5, donc ce qui pourrait être finalement le cas, mais vous ne perdriez pas d'argent. Donc c'est là où je dis que la courbe des taux doit se stabiliser. Pour le moment, partie courte, je pense que c'est très compliqué de perdre de l'argent si on prend une position sur le 2 ans. Mais en attendant la stabilisation et peut-être la baisse de volatilité sur ces marchés obligataires, vous dites que c'est une logique de marché qu'il va falloir surveiller quand même. Absolument, mais là, difficile de prendre de la duration longue, mais duration courte sur les marchés obligataires américains. Ça devient finalement... le taux est tellement haut par rapport à ce qu'on a connu et par rapport à ce qui peut arriver que c'est vrai qu'autant prendre du rendement là-dessus. Et ça se fait au détriment des marchés actions ? Alors les marchés actions, c'est difficile d'être absent. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, ce qu'on fait, nous, dans les fonds, c'est qu'on laisse diluer la partie action dans les fonds diversifiés pour essayer de reprendre une position, remettre au niveau neutre. Alors on est au niveau neutre par des options, mais ça c'est vraiment technique. Et pour de l'investissement, on attend vraiment que le niveau de VIX revienne un peu à la normale, autour de 20-25, parce que là c'est vrai on est à 35, plutôt à 35 qu'à 20-25. Trop de nervosité, donc c'est très difficile de prendre des positions extrêmement stratégiques, donc on utilise les options pour le tactique. Sur la partie américaine, Michel, est-ce qu'on parle d'une économie qui est au bord d'entrer en récession et d'une Fed qui ferait une erreur monumentale ? Non, je crois pas. sur l'économie, donc le PIB a baissé de 1,4% sur le trimestre en rythme annualisé, mais comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, la demande interne, la consommation et l'investissement étaient très forts. Très fort. Oui. La consommation à un peu moins de 3%, investissement CAPEX entre 7 et 8%. C'est très fort, oui. Donc, et surtout, la conso dans le contexte qu'on a évoqué en début d'émission, l'inflation forte, etc. Et alors, la contrepartie, c'est que maintenant, on a un taux d'épargne des ménages qui est un plus bas depuis, je sais plus, une décennie, quoi, en fait. Et en fait, les ménages sont en train de puiser dans l'épargne accumulée Mais j'ai même lu qu'ils recommençaient à faire du crédit, même pour certains, du crédit conso. Et donc, Et c'est bien ou c'est dangereux, ça Après, c'est comme tout, il faut que ce soit encadré et qu'en particulier, ça dépend de la capacité d'emprunt. Mais encore, si on a une vue moyenne du consommateur américain, il n'y a pas de souci. C'est mon propos. Je comprends. C'est que l'épargne accumulée est tellement exceptionnelle. On parle de 11 points de PIB qu'ils ont les capacités d'avoir des taux d'épargne très en dessous des normes pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est plusieurs années. Donc, donc c'est ça qui alimente la croissance. Et le fait que les entreprises investissent autant, c'est aussi plutôt un bon signe. Ça veut dire signal de confiance. Voilà, une signe de confiance. Ouais. Et du côté de la Fed, comme ça a été dit par les deux interlocuteurs précédents, la priorité, c'est l'inflation. Et puis, oui, si le consommateur va bien, si le marché du travail va bien. Voilà, donc c'est feu vert. Bon. Décision donc mercredi soir pour la Fed. Il nous reste quelques minutes pour dire un mot de la Chine quand même, qui apporte pas encore beaucoup de bonnes nouvelles non plus, il faut le dire. Léa, je bute toujours sur la politique Covid, quoi. On peut baisser les taux, on peut relancer, on peut faire baisser la devise, on peut faire ce qu'on veut, mais à chaque fois le point de blocage, s'il y a un problème de demande en Chine, le point de blocage, ça reste quand même la politique sanitaire.
On est toujours sur une ligne de crête, en fait, depuis la crise Covid, entre d'un côté un nécessaire ajustement structurel de l'économie chinoise, on doit déleverager le secteur immobilier, on recentre la consommation, on ajuste. De l'autre, la problématique de croissance et face à ça, la gestion politique du parti et de l'économie. Donc notre problématique, c'est la problématique Covid. Et est-ce que le confinement qu'on a à Shanghai va s'étendre et va provoquer un risque de croissance beaucoup plus fort que ce qu'on attendait? L'objectif du parti, c'est une croissance autour de 5,5 cette année. Ça a commencé à faire du bruit quand le FMI a révisé, durant ses dernières projections, autour de 4. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ça sous-entend qu'on a un problème sur la stratégie Covid. Ce qu'on connaît aujourd'hui à Shanghai, on l'a connu dans la ville de Xi'an en décembre, on l'a connu dans la région de Jilin en début d'année. C'est normalement des confinements qui durent 4 à 6 semaines, jusqu'à temps qu'on enlève ces cas-là. On rouvre, et encore une fois, on l'a connu nous-mêmes, il y a toujours un effet de relance. Oui. Il y a toujours un effet de bascule, même s'il y a des problématiques de consommation domestique. Mécaniquement, on aura un effet de relance. On rajoute à ça, depuis les quelques semaines, une volonté, en tout cas un affichage sur le fait qu'il va y avoir un soutien budgétaire, monétaire. Donc on peut penser que aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où le point bas risque d'être atteint et on va plutôt être dans la phase de relance. Il faut garder en tête le PNOM au mois de novembre et donc il faut afficher plutôt le côté positif. Ce qui est important par contre, et c'est là où il faut regarder la Chine, c'est que les cargos mettent 6 à 8 semaines à arriver. Donc en gros, on ne mesure pas encore aujourd'hui au niveau mondial l'impact qu'a le confinement et donc le port de Shanghai sur l'ensemble de l'économie. On va le mesurer plutôt à la fin du mois de mai. C'est ça en fait. Si ce confinement dure, si ce confinement dure, on bascule encore une fois sur un scénario zone euro, US, d'inflation qui devient différent. C'est surtout là aujourd'hui qu'il faut regarder la Chine, la capacité de... Donc c'est pas juste pour la Chine, c'est... C'est surtout pour le reste. La capacité du parti, ils ont les moyens financiers d'ajuster. C'est plutôt, est-ce que ça se repropage et est-ce qu'on retrouve ces problématiques de chaîne de valeur amplifiées par l'Ukraine, doublées du risque Chine et du risque Ukraine sur cette année? Michel, sur la Chine, est-ce qu'il faut tirer encore les lignes, là, poursuivre la tendance ou est-ce que... Après, encore une fois, il faut faire des hypothèses sur la suite, en particulier sur la stratégie zéro Covid. L'hypothèse de début d'année, c'était, vous allez voir, après les JO, ça va changer. Voilà. Bon, ça n'a pas tellement changé, en tout cas alors, pas suffisamment. Je sais pas. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est que nos économistes qui suivent la Chine, qui sont en Chine, voyaient au début d'année une fin de la politique zéro tolérance au Covid en fin novembre de cette année, et maintenant c'est plutôt dans les semaines qui vont venir. Donc avant le second semestre. Donc avant le plénum, avant le congrès. Oui. Et alors leur explication, c'est qu'il y a l'acceptation sociale est maintenant extrêmement limitée et que ça peut plus tenir. Alors ils vont toujours probablement garder les noms zéro tolérance, etc. Mais il y aura des ajustements faits. Mais en fait, leur idée, c'est qu'en pratique, il y aura une ouverture. Et puis après, on souscrit aussi à ce qu'a dit Léa. Mais ça veut dire que sur le plan politique de relance, on a franchi un turning point peut-être qui fait que c'est moins productif pour Xi Jinping d'être aussi strict dans la gestion du Covid que... Voilà, il y a une question d'acceptation sociale dans des villes comme Shanghai, voire à Pékin. Et donc, à un moment, il faut faire... laisser des marques. Bon, sur la Chine, c'est un sujet de marché évidemment, même si on n'est pas obligé d'être investi en Chine. Pierre, c'est ce que vous me rappelez à chaque fois. Oui, non, absolument. Alors, les avis sont partagés au sein de Myriam, les avis sont partagés. Mais c'est vrai que depuis un an, moi, je trouve que le marché, c'est un pur risque politique. Et donc, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué de rentrer sur ce marché qui ne bouge que selon l'humeur de Xi Jinping. Donc si un jour on a finalement une politique pro-business qui consiste à laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent, ça pourrait être réinvestissable à nouveau. Mais pour et vous dites c'est partagé parce que c'est pas cher les prix Ah mais non, mais c'est pas cher. C'est vrai que quand vous avez Alibaba qui passe de 300 à 100, voire moins, c'est vrai que vous êtes tenté de rentrer. Il y a des géants chinois qui ont perdu 70% de leur valeur. Donc c'est vrai qu'on se dit intuitivement c'est un point d'entrée. Mais bon, on verra, ils organisent un grand symposium là dans quelques jours en mode grande réconciliation après la grande répression. Si on peut y croire, allons-y. Mais pour l'instant, c'est vrai que
Nous, notre responsabilité fiduciaire, quand c'est pas dans les indices, c'est quand même, on gère de l'argent pour les clients. On ne leur promet pas une exposition émergente, donc pour investir sur les émergents, il faut quand même avoir confiance. Là, pour le moment, la confiance est un petit peu rompue. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Bismuth, directeur général et directeur de gestion de Myria Asset Management. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Quart d'heure thématique un peu inhabituel en ce lundi soir, mais c'est vrai que la journée a été particulière, techniquement parlant, sur les marchés européens, notamment avec ce flash crash à la mi-journée venu des marchés nordiques, qui a été réglé en quelques minutes, mais qui montre quand même toute la nervosité, la fébrilité qu'il peut y avoir dans ces marchés en ce début de semaine. Écoutez l'analyse que nous en faisions avec Romain Daubry, à chaud, à la mi-journée, dans le plan de trading avec Bourse Direct. Un marché creux déjà, Ouais. probablement. Des réactions qui sont assez disparates sur les valeurs aussi individuellement. Il y a quelques valeurs qui ont réagi fortement. Orange, Publicis ont perdu plus de 8%, ou environ 8% au moment de la baisse. Des valeurs comme Airbus, Danone ou Pernod Ricard n'ont quasiment pas bougé. Donc il y a peut-être des valeurs moins creuses, enfin des carnets d'ordre moins creux par endroit. Et puis vous le disiez, il y a les marchés londoniens qui sont fermés aussi, donc ça ajoute à l'absence de liquidité, donc peut-être à l'excès sur un mouvement. Techniquement, on n'a pas d'éléments en ce qui concerne Euronext, mais probablement ça se donc pas chez nous, mais on voit que le mouvement est assez rapide et c'est dans le sens de la tendance de fond, avec les signaux d'alerte qui ont été déclenchés en fin de semaine dernière, cette fois-ci clairement sur les indices américains majeurs, Nasdaq et S&P 500. On a des portefeuilles qui sont couverts en Europe, on le voit, et on a mieux tenu en fin de semaine que les indices américains qui sous-performent cette fois-ci, clairement. On a en revanche une spéculation qui est à la baisse, et sur le futur CAC 40, on a vu l'ouverture de près de 20 000 contrats au cours de la semaine dernière, dont 11 000 contrats ouverts au cours de la séance de vendredi, qui était une séance finalement haussière, mais qui a commencé en haut et qui a terminé c'est ça. point bas. Donc même si on est en hausse par rapport à la journée de jeudi, c'est quand même assez mitigé comme mouvement et comme marché. Et nous, on a préservé pour l'instant à ce stade à Paris des niveaux d'alerte majeurs. Y compris dans le flash crack de ce matin. Y compris dans le flash crack de ce matin. De façon très technique et encore une fois au point près sur des niveaux de support qui vont être nos niveaux d'alerte maintenant clairement bien identifiés grâce à ce mouvement qui est resté technique en tout cas même dans le contexte. Bon, on reviendra sur le cas européen et sur le CAC 40 en particulier, mais avec l'idée effectivement qu'il y a beaucoup de pessimisme sur l'Europe aujourd'hui pour des raisons tout à fait compréhensibles et que donc les investisseurs sont quand même couverts, protégés sur ces marchés européens. Le sont-ils suffisamment quand on parle des marchés américains? Parce que là, effectivement, la dégradation ne fait que se poursuivre et avec la séance de vendredi sur les indices majeurs américains, on attaque et on a attaqué des supports très très importants pour la suite, Romain. Vraiment, cette fois-ci, on clôture le mois d'avril donc sous des niveaux majeurs sur le S&P 500, l'indice majeur américain que vous voyez ici, le 4169, qui était à peu près les 23,6% de retracement, sont enfoncés en clôture mensuelle. C'est la première fois, malgré des tests de plusieurs mois déjà sur ce niveau, cette fois-ci c'est rompu. Alors, il peut y avoir des réactions rapides, bien sûr, on peut réintégrer ces niveaux-là. Il n'y a jamais rien de certain sur les marchés, mais c'est quand même très dégradé. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi avec ce graphique-là, c'est de voir que les retracements de Fibonacci que j'ai placés pour la séquence au creux de la crise Covid, ils se terminant par les points hauts des mois de fin d'année dernière, octobre-novembre dernier, permettent de retrouver des niveaux de support et de résistance majeurs. On dit souvent que les mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. Ça nous donne des niveaux techniques qui se situent assez bas sur le S&P. Alors, c'est pas systématique, mais on a rompu 23,6. Il y a un intermédiaire à 3972. Le prochain légitime, c'est une zone située aux alentours de 3764 sur le S&P. Ça donne des niveaux de baisse qui sont encore assez marqués, assez importants, et des niveaux précis. Un marché qui reste très technique, mais qui est passé du côté négatif aux États-Unis, clairement cette fois-ci. Oui, c'est ça. Et quand on regarde le Nasdaq 100, avec là aussi, alors une correction
bien plus importante que l'indice S&P 500. Là aussi, on a un moment un peu make or break, avec des alertes de long terme qui ont été largement confirmées encore avec la séance de vendredi, dernière séance du mois. C'est ce qu'on pressentait dans les jours précédents. On disait qu'il y avait un trading range, qu'il fallait préserver ces niveaux-là. On est allé les tester il y a quelques semaines, par trois fois violemment, et puis là on est redescendu dessus avec du volume, de la continuité. Et c'est un marché qui est difficile. On l'a rompu, le niveau de 13 070. J'avais mis 13 105 la semaine dernière. On a juste au fur et à mesure des mouvements de marché. C'était en essayant de reculer au plus possible l'alerte de long terme. Mais là, elle est franchement rompue avec du volume en clôture hebdomadaire, en clôture mensuelle. Non. On a coché toutes les cases. On a coché toutes les cases. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mouvement se produit de façon assez régulière, assez marquée, mais qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière très propre. Alors on pourrait voir sur le Nasdaq une figure de retournement en épaule-tête-épaule. Ça donne des cibles très basses. Ça laissera encore 30% de baisse sur l'indice. C'est la zone 9000, 9530. Partant déjà de 20% de baisse et plus pour le Nasdaq depuis son point haut de novembre 2021. Exactement. Donc ça sont encore une fois des feuilles de route. C'est-à-dire qu'on observe des schémas maximaux. On voit que comme sur le S&P, qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière propre. Alors ça, c'est pas génial parce que ça veut dire que le marché risque de glisser. Ça veut dire qu'on est baissier, on a rompu des niveaux et c'est niveau en niveau qu'il va falloir regarder. Et donc on peut aller chercher 12 190 sur le Nasdaq comme vous l'avez à l'écran là, et puis stagner, rebondir un peu, pourquoi pas. Et on peut avoir un marché en dents de scie. Il va falloir reconstruire un mouvement, déjà terminer le mouvement baissier pour envisager d'en reconstruire un. Mais on a des niveaux clés au-dessus de nous et là d'y arriver avec du volume au mois de mai, avec des mouvements baissiers marqués, il se passe quelque chose de fort et il y a un mouvement de fond qui s'est mis en place sur les marchés américains. C'est pas le moment d'être moins prudent. Il fallait déjà être très prudent depuis plusieurs mois, on le répète chaque semaine. Ouais. C'est pas le moment d'être moins prudent, c'est ce que je comprends, Romain. Non, il n'y a pas de signaux de retournement. On voit la structure de retournement qui a construit ce mouvement de baisse, elle s'est construite depuis plusieurs mois. Il faut des structures sinon équivalentes, en tout cas significatives pour retourner un marché, et il n'y a aucun signe de tout ça pour l'instant, au contraire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du Dow Jones, le grand indice historique américain? Est-ce que là aussi, la configuration montre des alertes confirmées? Alors justement, non. Lui s'arrête sur son niveau de support. Il est au sein d'un triangle symétrique, avec des niveaux qui sont bien identifiés. Il faut préserver 32 980. Je crois qu'on est en train de passer en dessous ce matin. C'est le niveau d'alerte. On voit des niveaux de retracement qui peuvent être importants aussi sur le Dow Jones. Mais lui fait partie des indices qui n'ont pas encore rompu, contrairement au S&P ou au Nasdaq. C'était pour avoir des niveaux graphiques et une structure et une petite différence sur les marchés américains. Bon, effectivement, Dow Jones qui fait bande à part, entre guillemets, c'est vrai que la composition est assez différente et puis c'est quand même le retour de l'économie traditionnelle par rapport à l'économie virtuelle ou digitale. C'est prend sa revanche. C'est aussi assez légitime. C'est ça dans les grands trends qu'il faudra surveiller en cas de retournement, de voir que les grosses mains sont peut-être sur d'autres dossiers que ceux qu'on avait l'habitude de voir depuis plusieurs années. Justement, il y en a de moins en moins qui sont sur Amazon, visiblement, après une chute de quoi 14% vendredi pour le titre Amazon. Ça a été violent pour Amazon. Wow. Qui paye le contexte et un ensemble de désintérêts liés évidemment à la hausse des taux aussi et au contexte en Chine. Amazon, elle a rompu un niveau de support important en 2875, elle l'avait préservé de la même façon. Ça, c'est un graphique mensuel en mensuel. Même si elle l'avait testé plusieurs fois, elle l'avait préservé, elle l'a rompu. Et après 3 mois de tests et de bagarres, elle est passée en dessous avec du volume, avec des niveaux significatifs. Pareil, c'est un mouvement de fond qui se met en place. Il y a des vrais dégagements sur ce titre. C'est ça qui me fait dire que la situation, même si elle n'est pas dramatique, peut être longue. Et c'est ce qu'on va observer. Si on duplique les points hauts et le trading range précédent, on a des cibles qui sont proches. On vient d'en toucher une, 2441. Mais la cible suivante, elle se situe un peu en dessous de 2045 et un peu en dessous de la ligne de tendance haussière de long terme. C'est dire aussi que ce n'est pas un drame ce qui se produit pour Amazon, qui a fait des performances extraordinaires depuis 10 ans et qui retrace violemment, nettement, mais qui, avec une structure de retournement baissière au-dessus qui est pareil, longue, qui a mis des mois à se mettre en place, voire plus d'une année pour elle. Donc le retournement haussier pour Amazon n'est pas immédiat. Alors sur le long terme, c'est peut-être un bon point d'entrée. En tout cas, il n'y a pas de structure de retournement et pas d'urgence à rentrer sur des titres comme Est-ce qu'on retrace juste la période Covid ou est-ce qu'il faut attendre peut-être un retracement un peu plus profond encore pour de ce genre de titre? La structure confirme qu'on est parti pour stagner. Alors on peut remonter à 2875 rapidement. Encore une fois, il peut y avoir
Et c'est dans ce marché-là que ça va être compliqué, des embardées, des écarts techniques, mais garder du cash, être sous-investi, ça paraît très, très légitime dans ce contexte. Bon, même si la chute d'Apple a été moins spectaculaire que celle d'Amazon sur la séance de vendredi, il y a quand même aussi des alertes déclenchées sur le général Apple au sein des GAFAM, au sein du Nasdaq et du S&P 500. Mais oui, cette fois-ci, oui. Encore une fois, on rompt la ligne de tendance haussière de long terme. C'est un graphique hebdomadaire cette fois-ci pour Apple. Il faut vraiment préserver 154,50 au risque d'accélérer un peu plus. Ça laisse des mouvements de baisse un peu marqués aussi pour Apple derrière. La zone cible, c'est située aux alentours de 626,40, qui est un niveau de support de long terme aussi. Donc graphiquement et techniquement, ça colle très bien. Ça ne se fera peut-être pas en une fois, elle a déjà bien baissé, mais le point de vente qu'on avait indiqué aux alentours de 176,65 s'est bien matérialisé. Et la rupture, une nouvelle fois de la ligne de tendance haussière de long terme, que vous avez avec un cercle rouge, avec du volume et une clôture hebdomadaire et une clôture mensuelle sous ces niveaux font qu'on a des signaux de baisse clairement établis maintenant, même si encore une fois, ce n'est pas forcément pour un crack instantané et une baisse de 20% immédiatement, mais un mouvement de baissier de fond. Oui, et puis on voit bien qu'on attaque là les bijoux de famille, les valeurs patrimoniales. C'est-à-dire qu'on sait que toute une partie du Nasdaq est déjà moins 50, moins 60, moins 70. Toute la tech non rentable, là-dessus, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'à part Microsoft aujourd'hui au sein des GAFAM, Facebook a déjà craqué. On a vu Nvidia aussi dans les semi-conducteurs qui a déjà lâché. Et donc Amazon, Apple, jusqu'à vendredi, était encore l'espoir au sein du groupe GAFAM. Et on voit que là aussi, les alertes ont été déclenchées. Si on regarde les matières premières, Romain, évidemment, c'est très important parce que, alors, on parle avec vous de l'indice CRB généralement, qui agrège un grand nombre de matières premières. Je crois que le poids du pétrole est 30% au sein de l'indice CRB, avec l'idée qu'on a peut-être marqué un top. Si on zoome justement sur le pétrole en tant que tel, le baril de Brent par exemple, est-ce qu'on a l'idée là d'un top marqué, au moins temporairement, sur le pétrole ? Probablement, manifestement, c'est ce qui se passe. Quant au CRB, juste un point, nous on est sorti du CRB ce matin. Donc on était rentré, sorti, re-rentré. Et là, on a considéré que les mouvements de ce matin confirment l'essoufflement qu'on pressentait la semaine dernière. C'est au moins un essoufflement dans l'immédiat. Alors on évolue effectivement sur le Brent dans un triangle symétrique, lui aussi. Ça indique une consolidation probablement dans une tendance haussière pour l'instant, si ce n'est que le niveau de 104,30 est la médiane du triangle et donc l'APEX, un point important, et on aura un biais plus ou moins aussi à l'intérieur de ce triangle selon qu'on passe au-dessus ou en dessous. Il faut vraiment préserver 99,10 qu'on est allé tester il y a 10 jours et qui est le niveau d'alerte au risque d'avoir une accélération baissière marquée cette fois-ci. Rien ne l'indique. Il y a une seule chose qui est importante, c'est qu'on avance dans ce triangle de façon significative. Or, de façon contre-intuitive, plus on avance à l'intérieur d'une structure en triangle, moins le mouvement de sortie sera violent. En fait, on pourrait avoir tendance à penser que les cotations se tendent et que le mouvement serait brutal. Plus on comprime, plus ça va c'est décomprimer, et non. Psychologiquement, ce qui se produit, c'est que les acheteurs et les vendeurs ont trouvé leur compte et ont réussi à s'équilibrer. Ouais. Et donc le mouvement de sortie sera peut-être pas aussi brutal, aussi violent que ce que j'indique. En tout cas, la cible graphique est de 72,20 en bas ou 138 en haut, selon le côté duquel on sortira. On peut faire une fausse sortie, latéraliser aussi, de la même façon que sur les valeurs technologiques qu'on regardait précédemment. C'est pour ça que le mouvement va être long. En tout cas, on a des niveaux d'alerte rompus. Et ici, une tendance haussière qui est terminée, en tout cas pour un certain temps. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux techniques pour le CAC 40 quand on regarde le contrat futur mai pour les prochaines heures et les prochains jours, Romain ? Il est resté technique à ce stade, ça c'est important. Il a rebondi ce matin sur le niveau de 6260 points pile au moment du fameux flash crack, et il évolue donc toujours sous des niveaux, dans l'absence de tendance, mais lui n'est pas retourné à rompre ces niveaux d'alerte de moyen et de long terme. On est toujours donc en l'absence de tendance. Donc les niveaux qu'on peut reprendre, alors je vais les prendre sur l'indice CAC 40 cash, qui peuvent être intéressants, c'est 6575 à redéborder, et le trading range pour l'indice CAC 40 cash, c'est 6350 en bas, 6400. Ça, c'est le support à ne pas rompre. On l'a testé ce matin, on l'a préservé. La médiane, c'est 6575. On aura un biais plus ou moins aussi selon qu'on est au-dessus ou en dessous. On est nettement en dessous. Et la borne haute, ce serait 6750 points. Le futur CAC 40, que vous avez cette fois-ci sous les yeux, il cote une cinquantaine de points, 55 points environ sous l'indice CAC 40 cash maintenant. Et donc, les niveaux, vous les retrouvez ici. 6472, c'est la médiane. Au-delà de ce niveau, 6548, on reprendra des couleurs. On en est loin. Le risque, c'est vraiment d'aller rompre 6260 et d'aller accélérer pour chercher une zone 5871, 5922, qui est la cible minimale du mouvement. Romain Daubry, le plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart.